Bonjour, heureux de vous retrouver pour 3 émissions consacrées à la manière dont l'enseignement agricole prend à bras-le-corps des questions sociales vives, des questions problématiques pour enseigner les transitions et l'agroécologie. Et puis, bien entendu, également mettre en œuvre des expérimentations pour montrer la pertinence de solutions innovantes sur les exploitations de lycées agricoles. L'émission d'aujourd'hui est consacrée aux solutions alternatives aux néonicotinoïdes, les NNI, en culture betteravière pour lutter contre la jaunisse, avec une focale particulière qui est celle des acteurs engagés dans le projet PNRI betterave sans néonicotinoïdes, y compris évidemment l'enseignement agricole. J'ai le plaisir d'accueillir autour de cette table Henri Havard. Bonjour. Bonjour Monsieur Havard, vous êtes inspecteur général des finances et surtout délégué interministériel pour la filière sucre. C'est bien ça. Madame De Croc, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche à l'INRAE Bordeaux et vous êtes spécialiste virologie. Oui. Madame Florence Bourdeau, bonjour. Bonjour. Vous travaillez à l'Institut technique de la betterave, l'ITB, et vous êtes chargée de communication. En effet. Et enfin, autour de cette table, Madame Marion Lhôte de la DGER. Bonjour. Vous êtes adjointe au chef de bureau au BDAPI, le Bureau du développement agricole et des partenariats pour l'innovation. Tout à fait. Ma première question va s'adresser à Monsieur Havard. Est-ce que déjà vous pourriez nous expliquer ce qu'est un PNRI ? Alors, le PNRI, c'est une partie, le Plan national de recherche et innovation, d'un ensemble plus vaste, qui est un plan de soutien gouvernemental qui a été initié en 2020 et qui comprenait une loi, une indemnisation et un plan de recherche et d'innovation doté de 7 millions d'euros pour trouver sur la plage de 3 ans, c'est-à-dire pour les semis 2024, des alternatives aux néonicotinoïdes. Et pourquoi justement, à ce moment-là, mettre en œuvre ce projet ? Alors c'était en fait consécutif à la crise de la jaunisse de 2020 qu'a connue la filière betteravière avec des pertes extrêmement importantes cette année-là de l'ordre de 27% national avec des pics jusqu'à 60-70% dans certaines zones. Et donc le gouvernement, à l'époque, a souhaité mettre en place un plan de soutien gouvernemental de la filière qui comprenait donc les 3 volets que je peux détailler naturellement. Donc une loi permettant 3 dérogations pour réemployer des NNI, une indemnisation au titre de l'année 2020 et un plan de recherche associé sous l'égide de l'INRAE à la direction scientifique, de l'ITB à la direction opérationnelle et de l'ensemble des acteurs étatiques et para-étatiques du projet pour rechercher des alternatives aux néonicotinoïdes, non pas que des recherches n'avaient pas eu lieu auparavant à l'interdiction, mais estimant qu'il fallait, booster, comme on dit aujourd'hui, cette recherche. Voilà. Et pourquoi cette interdiction ? Parce que c'est le cas en France, c'est pas forcément le cas dans tous les pays européens. Je ne vais pas me lancer dans un long débat sur les néonicotinoïdes. Le Parlement français a effectivement interdit de manière générale les néonicotinoïdes et certaines substances à action similaire. En 2020, il a été estimé, au vu de la crise, qu'il était nécessaire de revenir sur une partie de cette interdiction. C'est ce qui a été fait, et ce qui a permis 2 dérogations successives en 2021 et 2022. Il n'y a pas eu de 3e et dernière dérogation en 2023, pour des raisons juridiques liées à un arrêt de la Cour de justice européenne qui est intervenu début janvier. Donc les objectifs, mettre autour de la table les différents acteurs pour rendre opérationnelles des solutions à envisager comme alternatives aux NNI. C'est bien ça, et avec le défi que représente pour un projet opérationnel d'arriver à maturité en 3 ans, c'est-à-dire avec 3 saisons d'essai, 21, 22 et 23. Le PNRI a été lancé en septembre 2020 de manière officielle, et donc on voit bien que pour mettre en place des essais dès mars 2021, il faut agir rapidement. D'où un collectif important qui se réunit et puis un rôle vraiment clé, on va dire, pour la recherche, pour l'INRAE en particulier, Madame De Croc. Oui, c'est exact. En fait, la coordination du PNRI est partagée avec l'ITB. Donc l'INRAE, en fait, est responsable de la partie scientifique et la partie ITB, c'est plutôt sur la partie opérationnelle.
Et en fait, la logique, c'est que effectivement, on a embarqué dans ce PNRI beaucoup de chercheurs INRAE, mais pas que, puisqu'on a également quelques chercheurs CNRS, de l'université également, etc., et de diverses disciplines. C'est l'avantage, en fait, de ce type de structure. Oui. Un pas de temps très contraint entre la décision politique et la visée opérationnelle. Mettre en cohérence, en synergie tous ces chercheurs, c'est pas simple. Non, ça n'a pas été simple, surtout quand en fait on avait à peu près une idée du type de discipline, du type de chercheurs qu'il nous fallait embarquer en fait dans le PNRI, mais en même temps il fallait les faire travailler ensemble. Et souvent ces chercheurs, ils ont déjà des programmes de recherche qui sont en cours, donc ils ne sont pas toujours disponibles. Donc il faut non seulement les intéresser et les embarquer, mais également les faire travailler ensemble sur des disciplines différentes. Ça a été vraiment le challenge et ça a bien marché. Ils ont bien joué le jeu, donc ça s'est bien passé. Donc aussi, au départ, des idées de solutions qu'il va falloir rendre opérationnelles, tester, expérimenter. Quelles sont ces grandes idées de solutions comme alternative au NNI que, j'allais dire, vous avez un peu sous la main et que vous allez peut-être continuer à développer ? Alors, il y a différents niveaux. Il y a le niveau à la fois d'aider la betterave à se protéger, c'est-à-dire essayer de cultiver des betteraves qui sont un peu plus tolérantes au virus, et également agir sur le vecteur de la maladie, qui est un puceron. En fait, c'est plusieurs types de pucerons. Donc, il y a des différentes approches qui peuvent être testées, enfin, qui ont été testées et qui peuvent être on va essayer de les mettre au niveau opérationnel. Et ensuite, il y a le niveau réservoir. C'est-à-dire qu'un puceron en lui-même, il n'est pas infecté par le virus. Donc, il va chercher le virus quelque part ailleurs. Donc, il faut absolument essayer de gérer l'ensemble de ce trio de manière à pouvoir assurer une culture de la betterave avec un niveau de jaunisse relativement bas, quoi. Et donc, les solutions qui sont testées, les chercheurs les ont déjà, en fait, au début du projet. Et quelles sont-elles ? Oui, alors au début du projet, c'est sûr qu'on travaillait déjà sur les résistances au virus, on travaillait déjà sur les méthodes alternatives pour gérer les pucerons ou gérer les infections virales, etc. Mais on les avait pas spécialement testés sur la betterave. Donc ça pose en soi un certain nombre de problèmes, puisque c'est un autre mode de culture, c'est une autre type de rotation, mais néanmoins, ça repose sur la génétique, c'est-à-dire la résistance, mais pas que, puisqu'en fait, même si on a des variétés un jour qui seront résistantes, on ne va pas les planter comme ça toutes seules. En fait, il va falloir les accompagner, les combiner avec d'autres méthodes alternatives qui va aider à vraiment asseoir la résistance et surtout éviter les contournements. Après, il y a tout le suivi des pucerons pour essayer de prédire et anticiper les vols de pucerons, pour contrôler ces vols de pucerons. Il y a des méthodes également pour essayer de repousser les pucerons ou les attirer ailleurs. Enfin, il y a un certain nombre... Et il y a des méthodes agronomiques également. Donc des savoirs scientifiques sur la question. Et ensuite, on va passer, j'allais dire, à l'opérationnel, comment combiner ces méthodes. Et là, c'est le rôle de l'ITB. Oui, en effet. Alors l'ITB, on va dire, comme ça a été dit précédemment, il y a un peu s'occupe de toute cette gestion fonctionnelle du plan national de recherche. Donc ça passe notamment on va dire en coordination avec les services agro des sucreries par tout ce qui est identification des parcelles pour répondre aux besoins des différents projets, repérage également des agriculteurs qui sont assez innovants pour tester ces solutions, et également tout ce qui est mise en place d'un grand nombre de protocoles et si ce n'est à minima, participation à l'élaboration et à la rédaction de l'ensemble des protocoles. Donc ça, c'est un peu le travail de manière générale de l'ITB, même s'il y a d'autres points, tels que par exemple toute la partie laboratoire au Griffon ou encore la communication et le transfert. Après, en termes d'objectifs, donc ça a été dit un petit peu précédemment avec les différents leviers testés, en fait, on aime bien parler de 4 objectifs prédéfinis. Et donc l'idée, c'est de pouvoir piocher dans les leviers pour répondre à 4 objectifs. Donc il y avait la question justement des réservoirs viraux, donc le fait de réduire les réservoirs viraux, avec la gestion des cordons de déterrage, le fait de détruire les repousses de betteraves. Il y a également le fait de réduire la présence des pucerons sur les parcelles. Donc là, ça passe peut-être plutôt par
par les plantes compagnes et les odeurs. Troisième objectif, c'est plutôt tout ce qui est maximisation de la biodiversité, en fait, de la régulation par la biodiversité, donc avec tout ce qui est auxiliaire, donc les bandes fleuries, les lâchers d'auxiliaires, les phéromones, et finalement, comme Madame Decroc en a parlé, tout ce qui est augmentation de la résistance au virus avec les variétés tolérantes. Et donc tout ça, c'est testé sur les fermes pilotes d'expérimentation. Et les fermes pilotes, justement, combien de fermes pilotes? Est-ce qu'elles sont situées dans des zones spécifiques où il y a des problématiques un peu spécifiques? Comment vous les avez choisies, ces fermes pilotes, d'ailleurs? Alors, les fermes pilotes, elles sont au nombre de 73, il me semble, sur l'année 2023. Et elles sont un peu disséminées partout sur le territoire betteravier. Donc, il y en a à la fois dans le nord, mais également dans le sud, ce qui est, on va dire, un espace un petit peu critique en termes de jaunisse. Donc, ça permet d'avoir des résultats assez intéressants. Donc, bien sûr, en fonction des années qui sont toutes un peu différentes les unes des autres. Et donc, ça permet justement de pouvoir mieux observer les différents virus et les différents, on va dire, manières de réaction des solutions au champ directement. Un rôle aussi important justement au champ de suivi de ces mesures, pas simplement les conseillers et techniciens de l'ITB, mais aussi des partenaires des industries sucrières par exemple. Oui, bien sûr. Alors il y a tous les SAS en effet qui participent à ça. Il y a également les lycées agricoles qui sont beaucoup impliqués dans ces fermes pilotes d'expérimentation, qui sont au nombre de 7, il me semble. Donc par exemple, les apprenants participent aux expérimentations terrain, donc ce qui permet vraiment d'avoir une notion un peu de transfert auprès des apprenants qui seront certainement futurs travailleurs agricoles, donc que ce soit ingénieurs ou au champ directement, et également les agriculteurs qui sont, on va dire, un point fort pour cette aide au niveau des fermes pilotes d'expérimentation, parce que sans eux, on n'aurait pas ces fermes pilotes sur lesquelles tester les solutions. Justement, vous parlez de l'enseignement agricole. Marion Lhôte, quel rôle pour l'enseignement agricole, quel domaine d'intervention? Alors en fait, il faut savoir qu'une exploitation agricole dans un établissement agricole a 3 fonctions: la production, l'expérimentation et la pédagogie. Et donc le fait qu'on ait effectivement 7 exploitations d'établissements agricoles qui se soient impliqués dans ce type de projet correspond tout à fait à une des missions. Donc il est important pour nous que les exploitations s'engagent dans ces projets d'expérimentation, puisque derrière, ça va permettre d'améliorer évidemment la production et ça va permettre de faire un support de pédagogie par rapport aux apprenants. Ça va permettre aussi de faire un support de relations et avec de nouveaux professionnels, avec des partenariats avec des professionnels, avec aussi le domaine de la recherche. Et donc, ça correspond aussi à ce que l'enseignement agricole essaye de promouvoir à travers le plan EPA2, enseigner à produire autrement pour l'agroécologie et les transitions. Ça rentre pleinement dans les axes 3 et 4, c'est-à-dire positionner les exploitations agricoles comme des lieux d'expérimentation et positionner ces exploitations comme des lieux de partenariat. Il y a 7 exploitations qui sont partenaires. Je pense qu'il y a en gros 25-30 dans la zone de production, de betteraves. Comment s'est fait un peu le choix de ces exploitations ? Alors, chez nous, spécifiquement au niveau du BDAPI, le bureau qui a géré ce projet-là, c'est Amélie Rochas, en fait, qui a été en charge, donc elle est ingénieure projet chez nous, d'aller chercher les exploitations, en fait, qui correspondaient à un certain nombre de critères. Donc, on avait besoin de surface, on avait besoin, effectivement, de directeurs d'exploitation, qu'on appelle chez nous les DEA, qui soient suffisamment impliqués et propres à mener ces types d'expérimentation, et puis avec des équipes d'enseignants qui soient aussi à même de pouvoir former de bons binômes, puisque du coup, on a vraiment ce lien entre la pédagogie et l'expérimentation, entre les enseignants qui vont être mobilisés par rapport aux apprenants et les directeurs d'exploitation qui vont mettre en place les expérimentations. Donc, il fallait qu'on ait des binômes qui fonctionnent bien. Donc voilà, des surfaces correspondantes, un souhait d'aller vers l'expérimentation et la certitude d'avoir un lien avec la pédagogie. Et puis aussi des exploitations qui sont dans des milieux un peu différents, en partant de Normandie, en allant jusque dans l'est de la France, en Alsace. Et ça permet d'implémenter des expérimentations un peu différentes sur chacun des lieux. Effectivement, alors on a la chance d'avoir un peu plus de 200 exploitations agricoles sur l'ensemble du territoire français. Effectivement, ça nous permet d'aller en effet trouver des exploitations dans effectivement des régions différentes. Donc cette exploitation répartie plutôt dans le nord quand même de la France et donc dans les régions de production.
Donc une dimension expérimentation avec des enseignants, le directeur d'exploitation et des jeunes, et puis aussi une dimension, on va dire, plus apprentissage, lien à la pédagogie. Oui, effectivement. En fait, c'est très important pour nous. Ce nouveau type de projet amène à parler de ce qu'on appelle la transition agroécologique. Et rentrer en transition, en fait, c'est quelque chose qui implique effectivement des savoir-faire techniques, mais aussi un certain nombre de modifications de posture. Donc, c'est important pour les apprenants, qui sont les futurs agriculteurs, de modifier leur posture, mais c'est aussi quelque chose de très important pour les enseignants, qui avaient peut-être aussi des manières de procéder dans leur enseignement qui pouvaient paraître un peu classiques. Aujourd'hui, on a des apprenants qui viennent chercher d'autres contenus aussi, d'autres modalités de contenu pédagogique. Et donc, l'intérêt, en fait, d'avoir ce triptyque apprenant, enseignant, directeur d'exploitation, avec une remise en cause peut-être aussi de certaines choses, ça permet de rentrer dans des nouvelles postures, des nouveaux comportements et des nouveaux apprentissages. Et d'intégrer davantage les jeunes, j'allais dire, au cœur de ce dispositif d'apprentissage. Exactement, ils deviennent complètement acteurs en fait de leur propre processus d'apprentissage. Donc on voit bien que tout ce système se met en place, mais au quotidien, entre guillemets, il y a des comptes à rendre parce qu'il y a des enjeux, on l'a dit, politiques, il y a des enjeux scientifiques. Et là, votre rôle, Monsieur Havard, est important. Oui, enfin, il est celui d'un ensemblier, en fait, voilà, qui effectivement gère l'ensemble des reportings vers le gouvernement, les financeurs, les décisionnaires de manière générale, y compris parce que dans le plan de soutien gouvernemental, il y avait un dispositif un peu particulier qui est un conseil de surveillance prévu par la loi, qui regroupe des parlementaires, des associations, les syndicats agricoles, et qui avait pour tâche explicite de surveiller les avancées de la recherche. Et donc, voilà, il a fallu organiser ce système de reporting vers le conseil de surveillance, et puis bien évidemment vers le gouvernement, puisque c'est en apportant 7 millions d'euros, il entendait voir, et c'est bien normal, comment cet argent serait employé. Après, j'ai coutume de dire qu'ils font tout, mes collègues du comité de coordination technique du PNRI, ils font tout et je fais le reste. C'est-à-dire que je veille aussi, voilà, au bon fonctionnement interne du PNRI, à s'assurer que les réunions font bien l'objet d'un compte-rendu, que les décisions prises sont exécutées. Ce qui est extrêmement important, en fait, dans un pas de temps aussi court, c'est de s'assurer qu'on peut décider vite, et ça, c'est un enjeu très important, et surtout qu'on met à exécution très vite derrière. C'est-à-dire que il n'y a pas beaucoup de place dans le PNRI pour des inerties temporelles, on va dire. Il faut enchaîner les décisions, il faut enchaîner les séquences, parce que derrière la première séquence d'essai, il y a la première séquence de résultats, mais en parallèle se déroule déjà la deuxième séquence d'essai, et ainsi de suite. Et donc c'est une mécanique qui nécessite une très grande coordination, un très grand accord entre les partenaires, une très grande capacité de prise de décision, et le tout dans des délais évidemment extrêmement rapides. Avec en plus un facteur très aléatoire qui est le climat, la météo. Effectivement, vous avez raison. Enfin, mes collègues présents sur le plateau le diraient mieux que moi. Évidemment, on est tributaire des conditions d'essai, et les fermes pilotes, sur les 600 hectares des fermes pilotes, on a eu des conditions, notamment en 2023, très très disparates et avec une très faible pression de jaunisse de manière générale, ce dont il faut d'ailleurs se féliciter. Mais évidemment, ça complique la lecture des résultats d'essai. Un des objectifs aussi de ce genre de projet, c'est de mettre en relation, mettre en contact des mondes qui parfois ne sont pas directement en contact. Et je vais donner la parole à Marion Laude parce que il y a eu une journée d'organiser sur un lycée agricole pour justement faire que ces différents acteurs puissent se rencontrer et surtout se rendre compte de mais comment ça se passe réellement dans un lycée agricole. Effectivement, et je pense que les retours qu'on a notamment d'expérimentations qui ont été faites sur le terrain, le fait de rassembler l'ensemble des acteurs, des parties prenantes sur une parcelle et de s'interroger notamment sur comment on se sert d'un bulletin de santé du végétal, comment on met en place un essai, pourquoi un lycée met en place un essai, qu'est-ce que ça va apporter aussi à la recherche, quelle est la place à l'intérieur de l'ensemble des exploitations. Ça a permis d'avoir un vrai dialogue entre les chercheurs, entre les coopératives, les organismes de conseil, évidemment les apprenants et les enseignants.
Et ça permet effectivement de confirmer, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que l'apprenant, du coup, est peut-être remis aussi au cœur de son système d'apprentissage pour être un futur professionnel aguerri aussi, et très au courant, très au fait des interactions possibles et vraiment pertinentes qu'il peut y avoir entre les différents mondes et qui sont aujourd'hui complètement nécessaires pour trouver les solutions dont on aura besoin demain. Peut-être, Florence Bourdeau, vous demandez, puisque vous avez participé à cette journée, qu'est-ce qui vous a le plus surpris quand vous avez été un peu immergé dans cette journée classe ouverte dans un lycée agricole à Airion, il faut le rappeler? Alors, je pense que ce qui était le plus surprenant, mais en même temps qui ne l'est pas tant, parce que c'est un peu la réalité du terrain, c'est de voir les différences, on va dire, d'approche qu'il faut mettre en place pour pouvoir toucher les apprenants et qu'ils soient réceptifs aussi. Et je pense que c'est ce qui est beaucoup revenu dans les échanges, c'est la difficulté à ce que les étudiants et les apprenants soient réceptifs au discours employé par les professeurs, mais également par les intervenants extérieurs, parce que forcément, ils ont leurs idées en tête et ils ont grandi la plupart dans un secteur agricole, donc ils ont déjà leurs idées. Et c'est tout un travail qui a été mis en place et qui est encore en train de se mettre en place. Et voilà, c'est vrai que ça m'avait un peu marqué on va dire, la complexité de la tâche de réussir à parler aux apprenants et qu'ils soient assez réceptifs à ce qu'on leur dit. Véronique de Croc, qu'est-ce qui vous a surpris? Ce qui m'a surpris, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte qu'ils avaient encore énormément de questions. Et que notamment ils avaient encore un petit peu de mal pour situer le pourquoi de ce qu'ils faisaient par rapport à un ensemble d'un PNRI qui est beaucoup plus large. Et en fait, on a retrouvé ce type de questionnement lorsqu'on a eu les rencontres également avec les agriculteurs des fermes pilotes, où en fait ils avaient un besoin de resituer leur travail par rapport à qu'est-ce qui est fait plus largement au niveau du PNRI et pourquoi on leur demande de faire ça et pas autre chose. Et ça, je pense que ça pourrait être quelque chose de perfectible, effectivement, à l'avenir, c'est d'avoir un petit peu plus d'interaction directe, même directement avec le chercheur, que le chercheur explique pourquoi il a demandé de faire ça dans le champ. Parce que du coup, une fois que l'on implique beaucoup plus dans la question, en fait, ensuite l'acteur, donc ça peut être l'apprenant ou ça peut être l'agriculteur, vont être beaucoup plus intéressés de se dire, bah oui, tiens, ça m'intéresse beaucoup ça. Finalement, on a eu aussi un témoignage d'un jeune sur le champ qui nous disait ah oui, moi au début, c'est pas possible. Et puis on a vu des choses se mettre en place sur l'exploitation du lycée. Et aujourd'hui, j'en parle avec mon père pour le mettre en place chez nous. C'était la question de l'introduction de l'avoine, par exemple. Et on voit bien que là, il se passe quelque chose. Oui, c'est un déclenchement. On espère que ça va faire boule de neige, de manière à pouvoir de plus en plus s'intéresser, à tester de plein de choses et que vous ayez un choix beaucoup plus large également de fermes pilotes, hein, parce qu'on a besoin d'élargir la diversité quand même. C'est encore globalement un peu trop restreint. Il faudrait continuer d'élargir pour avoir vraiment tous les cas de figure qui peuvent se présenter pour un producteur de betteraves. C'est-à-dire pas seulement dans les grandes zones de production, mais il y a également des cas particuliers en bord de mer ou dans d'autres régions ou proche de réservoirs viraux que l'on sait très risqués. Donc comment gérer les cultures de betteraves dans ces zones-là? Donc il y a une diversité qu'on a besoin de continuer quand même à prendre en compte. Et ça pourrait nous aider, ouais. Henri Havard, qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Beaucoup de choses, à vrai dire, parce que je connais très très mal l'enseignement agricole. Non, ce que j'en ai beaucoup retenu, c'est que il faut aligner beaucoup de choses pour y arriver dans de bonnes conditions. Naturellement, le programme du PNRI, et je souscris à ce qui vient d'être dit sur la nécessité de peut-être parfois de mieux informer sur l'ensemble du PNRI, même si c'est difficile parce qu'il y a 23 projets qui sont extrêmement divers. Mais pour revenir à l'enseignement agricole plus particulièrement, enfin, je me suis dit en moi-même que c'était pas forcément gagné à chaque fois d'avoir le professeur, les élèves, le chef d'exploitation, la direction du lycée, tous d'accord pour procéder à des essais du PNRI. Alors, et le tout dans une démarche qui s'insère évidemment dans la démarche pédagogique de l'enseignement agricole.
Mais sur le fond, j'étais extrêmement satisfait de la journée. Voilà, je trouve que la bonne implication de l'ensemble de la communauté s'est vue, s'est matérialisée dans mon esprit, parce que jusque-là, je n'avais vu le projet lycée agricole qu'à travers des documents, des échanges. Voilà, j'étais content de le voir sur le terrain, mais comme tous les projets de manière générale. Voilà. On est un peu à la fin de ce projet. Si vous gardiez une réussite et peut-être une difficulté et un aspect à développer, ça serait quoi pour vous, Madame De Croc, par exemple? Alors, une réussite, ce que je pense qui a été quand même assez frappant, ça a été la possibilité de faire travailler ensemble avec un même objectif des chercheurs de disciplines très différentes. On avait des modélisateurs, on avait des épidémiologistes, on avait des virologistes, on avait des généticiens. Donc, mettre tout ce petit monde à travailler ensemble, et du coup, ça a permis de faire ressortir des pistes vraiment très importantes qu'on n'avait pas en tête au début du projet. Par exemple, quelle est vraiment l'importance des réservoirs viraux? Puisqu'en fait, si on prend ça en compte, on peut casser la spirale de l'infection en fait et de la transmission chaque année. Donc ça a été quand même un élément clé. Et ce que j'ai également beaucoup apprécié, c'est notre flexibilité. C'est le fait qu'à chaque fois, on se remettait en question et on se disait « Ah, là, on a oublié quelque chose, donc il faut corriger un petit peu », et notamment les réservoirs viraux qu'on avait relativement pas sous-estimé, mais on n'avait pas très bien vu quel pouvait être effectivement le risque lié à ça. Piste de travail pour le prochain PNRI? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Ça tourne autour d'une meilleure réponse de la plante, de la betterave à l'infection virale, donc une meilleure résistance. Également, comment mieux gérer les vecteurs viraux, donc ça veut dire avec des méthodes alternatives qui vont soit les repousser, soit séparer les réservoirs de pucerons des betteraves. Donc déjà, si on mettait de la distance, ça aiderait également. Donc tout ça a un rapport avec la parcelle, mais également l'environnement. Également, comment amener plus de prédateurs dans la parcelle, des prédateurs des pucerons. Donc dans ce cas-là, ça aiderait à baisser le niveau de risque lié à la pression aphycide par le puceron et puis finalement mettre tout ça ensemble et le faire fonctionner. On a également l'aspect économique qui est important, c'est-à-dire comment ça va être anticipé au niveau de la ferme, de l'exploitation. Pour l'ITB, Florence Bourdeau, une réussite et puis peut-être difficulté, voire piste de travail pour une suite? Oui, bien sûr. Alors pour la réussite, je dirais, en plus des chercheurs, donc c'est vrai que les chercheurs, c'est un ensemble assez large, très vaste, je dirais le travail de l'ensemble des partenaires qui ont collaboré tous ensemble, donc que ce soit les semenciers, les instituts techniques agricoles, l'INRAE, les sucriers, les lycées agricoles, mais également les entreprises privées qu'on ne doit pas oublier. En fait, c'est vraiment tout un écosystème qui a travaillé ensemble et dans un pas de temps réduit, comme on l'a dit précédemment, donc c'était assez intéressant à voir. En ce qui concerne les pistes d'amélioration, enfin pas pistes d'amélioration, mais pistes pour le futur, je pense qu'il y a forcément la validation des combinaisons de leviers, donc ça qui va se poursuivre, et également le transfert auprès des agriculteurs. Donc ça, c'est peut-être une difficulté parce que c'est vrai que les pistes de solutions ne sont pas si simples que ça à utiliser finalement au champ, certaines en tout cas. Donc c'est vrai que c'est tout un travail pour que les agriculteurs puissent raisonner eux-mêmes les combinaisons de leviers et les mettre en place sur leurs parcelles en fonction des besoins des parcelles et pour avoir, on va dire, une efficacité satisfaisante. Quelques éléments de résultats pour l'enseignement agricole à ce jour? Alors, pas forcément des éléments aujourd'hui complètement confirmés, mais en tout cas, la satisfaction d'avoir remis l'exploitation agricole de l'établissement agricole comme le lieu possible d'échange neutre entre différents partenaires, un vrai lieu de dialogue qui peut effectivement être mis à profit pour un projet comme le PNRI, mais aussi pour d'autres projets, et une satisfaction aussi sur le changement de posture de l'enseignant, puisque les apprenants vont passer, ils vont suivre leur chemin de futurs agriculteurs ou de futurs conseillers, mais le changement de stature de l'enseignant, celui-là, a priori, il va être durable et il est fortement intéressant.
Peut-être pour conclure avec vous, Henri Havard, on peut espérer une certaine continuité parce qu'il y a encore du travail à faire. Mes collègues l'ont dit, il y a encore beaucoup de travail. J'y ajoute aussi tout l'aspect modélisation qu'il faudra encore développer, rendre plus performant pour que chaque agriculteur puisse, à la parcelle, arriver à arrêter les décisions. Ça fait partie des difficultés rencontrées. C'est un changement qui est très important par rapport à une habitude très ancrée, très ancienne. Voilà, et tout changement nécessite qu'il soit viable économiquement, techniquement efficace et socialement acceptable. Donc voilà, ça fait, je dirais que notre défi pour ce qui sera la consolidation du PNRI, c'est arriver à faire percevoir pour l'ensemble des solutions et des combinaisons de solutions ou de leviers, comment on arrivera à faire ça. Alors, en termes de continuité, plusieurs autorités se sont exprimées pour valider l'idée d'une continuation du PNRI. Ça a été le cas du Conseil de surveillance, ça a été le cas des rapporteurs de la mission d'évaluation de la loi de 2020, qui ont préconisé au gouvernement la poursuite du PNRI. Le gouvernement a demandé donc au comité de coordination technique du PNRI de lui faire des propositions. Donc ces propositions ont été validées à Betteravenir avec l'annonce d'une poursuite sur 3 années, donc 3 saisons d'essai, 24, 25, 26, et puis un budget de 4 millions d'euros qui a été annoncé la semaine dernière. Voilà, et donc le comité de coordination technique du PNRI va se remettre au travail, resélectionner les projets, les mettre au champ pour mars 2024, ce qui sera, au moment où je vous parle, un tout petit défi. Voilà, mais cette consolidation du PNRI est attendue. Alors moi, comme je l'entends dire parfois, sur le thème, vous voyez bien, on avait raison, on n'y arriverait pas en 3 ans. Non, c'est la confirmation, la consolidation et l'opérationnalisation des solutions qu'on vise. Parce que, et y compris pour être en capacité, pour que les projets du PNRI soient en capacité d'amener les solutions directement aux agriculteurs. L'État ne va pas créer, comme je le dis souvent, l'État ne va pas créer une filiale pour délivrer, je ne sais pas quoi, les répulsifs ou les œufs de chrysope. Il va falloir qu'on apprenne tous ensemble à comment tout ça arrive jusqu'à l'exploitation agricole. Et je pense que dans le transfert, c'est pas un petit défi non plus, parce que chercher est une chose, opérationnaliser en est une deuxième. Merci pour cette conclusion et rendez-vous peut-être dans 3 ans sur ce même plateau. Merci à toutes, merci à tous et merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci.